Le silence. Un silence si profond qu'il semble absorber jusqu'à vos pensées. Imaginez-vous suspendu dans le vide interstellaire, seul face aux commandes d'un vaisseau spatial, lancé dans l'immensité noire, loin de toute étoile, loin de toute voix, loin même de tout souvenir de la Terre sous vos pieds. Devant vous, un compteur de vitesse clignote. 100 000 km par seconde, 200 000, 250 000, le souffle se suspend, le temps s'étire. Vous frôlez l'inconcevable, la vitesse de la lumière. Mais que se passerait-il vraiment si vous atteigniez cette vitesse? Et si vous essayiez de la dépasser? Parce que cette vitesse, on nous l'a toujours enseignée comme la limite absolue, infranchissable. On l'a apprise au lycée et on l'a acceptée sans vraiment la remettre en question, sans vraiment comprendre pourquoi. Pourtant, cette limite soulève des paradoxes profonds. Est-ce qu'il y a un mur invisible qui bloque, une force mystérieuse qui retient? Dans le vide, il n'y a pas de frottement. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'accélérer indéfiniment? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement retourner votre compréhension. Parce que nous nous sommes trompés sur ce qu'est la vitesse de la lumière. Pas sur sa valeur, pas sur son existence, sur ce qu'elle signifie vraiment. Et une fois que vous comprendrez ce qu'elle représente réellement, vous réaliserez quelque chose d'extraordinaire. En ce moment même, chaque particule de votre corps voyage à la vitesse de la lumière. Notre histoire commence à Paris en 1676, au sommet de l'Observatoire royal. Un soir, un jeune astronome danois de 32 ans, Ole Rømer, scrute le ciel nocturne avec une patience infinie. Il n'observe pas de comètes ni d'éclipses spectaculaires. Il regarde quelque chose de beaucoup plus discret, mais d'infiniment plus révélateur. Les allées et venues d'Io, la lune la plus rapide de Jupiter. Son travail semble modeste. Calculer les horaires des éclipses d'Io pour aider les marins à se repérer en mer. Mais derrière cette répétition mécanique se cache un mystère, un minuscule glissement, un décalage dans les éclipses. Rømer remarque quelque chose que personne n'avait remarqué avant lui. Quand la Terre s'éloigne de Jupiter sur son orbite, les éclipses d'Io arrivent légèrement en retard. Quand la Terre se rapproche, elles surviennent légèrement plus tôt. Ces écarts sont subtils mais constants. Et ils finissent par atteindre jusqu'à 22 minutes entre les moments les plus extrêmes de l'orbite terrestre. À l'époque, la plupart des astronomes imputaient ces variations à l'orbite capricieuse d'Io, mais Rømer sent que quelque chose d'autre se joue. Il formule une idée presque hérétique pour son siècle. Et si la lumière mettait du temps à voyager? Imaginez ce moment. L'univers jusqu'alors conçu comme instantané bascule. Ce que Rømer comprend est révolutionnaire. Quand la Terre est plus éloignée de Jupiter, la lumière d'Io doit parcourir un trajet plus long. Elle met donc plus de temps, et ce temps supplémentaire explique les retards observés. Avec les outils de son époque et une estimation imparfaite de la taille de l'orbite terrestre, Rømer évalue la vitesse de la lumière à environ 200 000 km par seconde. C'est une sous-estimation. La vraie valeur est 299 792 km par seconde. Mais c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un mesure la vitesse de la lumière. La première fois que l'humanité comprend que la lumière n'est pas instantanée, qu'elle a un rythme, un délai, qu'elle est soumise au temps. C'est un saut titanesque dans notre compréhension de l'univers. La découverte de Rømer posait une question immédiate. Peut-on mesurer cette vitesse depuis la Terre avec des instruments terrestres sans dépendre des observations astronomiques? La réponse arrive en 1849 avec un jeune physicien français de 29 ans, Hippolyte Fizeau, et un dispositif d'une beauté mécanique fascinante. L'idée est simple. Pourquoi ne pas mesurer la vitesse de la lumière comme on mesurerait la vitesse d'une balle ou d'un cheval? Avec un chronomètre et une distance connue, Fizeau installe une source lumineuse à Suresnes, près de Paris. À 8,63 km de là, sur la colline de Montmartre, il place un miroir. Entre la source et le miroir, une roue dentée tournant à grande vitesse. Le principe est élégant. La lumière passe à travers une encoche de la roue, file vers le miroir sur 8 km, rebondit et revient. Si la roue a tourné d'exactement une demi-dent pendant ce trajet aller-retour, la lumière qui revient est bloquée par la dent suivante, et vous voyez l'obscurité. En ajustant la vitesse de rotation jusqu'au premier point d'extinction, Fizeau peut calculer précisément combien de temps la lumière a mis pour parcourir 17 km. Résultat, environ 315 000 km par seconde, à quelques pourcents de la valeur moderne. Pour une mesure réalisée avec des miroirs et des dents métalliques sur les collines parisiennes, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement la précision qui impressionne, c'est la preuve expérimentale que la lumière n'est pas une abstraction métaphysique.
C'est une réalité physique mesurable, chronométrable, tangible. Et cette tangibilité allait très bientôt poser une question encore plus dérangeante. Dans quel milieu la lumière se propage-t-elle? Nous sommes en 1887 à Cleveland. Albert Michelson et Edward Morley se préparent à lancer l'une des expériences les plus importantes et les plus déconcertantes de toute l'histoire de la physique. À cette époque, la physique avait une certitude. Toute onde a besoin d'un support pour se propager. Le son se propage dans l'air, les vagues se propagent dans l'eau. La lumière, qui est une onde, devait donc se propager dans quelque chose. Ce quelque chose, les physiciens l'appelaient l'éther luminifère, un milieu invisible, omniprésent, immobile, remplissant tout l'espace. Et si l'éther existe, alors la Terre se déplace à travers lui à 30 km par seconde dans son orbite solaire. Comme un bateau naviguant contre le courant, la vitesse de la lumière devrait être légèrement différente selon la direction du mouvement terrestre. Michelson construit un interféromètre, un instrument d'une précision stupéfiante. Le principe repose sur la physique des interférences lumineuses. Un rayon lumineux est divisé en deux faisceaux envoyés dans deux directions perpendiculaires, puis recombinés. Quand deux ondes lumineuses se recombinent, elles interfèrent. Si elles sont en phase, elles se renforcent. Si elles sont en opposition, elles s'annulent. Des franges lumineuses et sombres alternées apparaissent à l'écran. Si l'éther existe et que la lumière voyage à des vitesses légèrement différentes dans les deux bras de l'interféromètre, les deux faisceaux arrivent avec un léger décalage temporel. Ce décalage déplace les franges d'interférence d'une quantité calculable, environ 0,4 franges, suffisant pour être mesuré sans ambiguïté. Michelson lance l'expérience. Rien, aucun déplacement de frange. Il tourne l'appareil de 90 degrés. Toujours rien. Il répète l'expérience à différentes saisons pour capturer l'effet de différentes orientations de l'orbite terrestre. Zéro variation. La lumière voyage exactement à la même vitesse dans toutes les directions. C'est l'un des échecs les plus fructueux de l'histoire de la science. L'éther n'existe pas. Et la lumière n'a pas besoin de support pour se propager. Mais si elle n'a pas de support, comment sa vitesse peut-elle rester constante pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse? Cette question allait rester sans réponse pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'un employé de bureau de brevet à Berne la résolve. Dans un modeste bureau de brevet à Berne, en Suisse, un jeune homme de 26 ans griffonne ses idées dans ses moments libres. Albert Einstein examine des demandes de brevet pour la synchronisation d'horloges des chemins de fer suisses. Une tâche en apparence banale, mais qui l'amène à réfléchir profondément à une question. Comment définir la simultanéité entre deux événements distants? Comment s'assurer que deux horloges géographiquement séparées affichent la même heure? Einstein se pose ensuite une question apparemment naïve. Que se passerait-il si je courais à côté d'un rayon de lumière? Selon la physique classique de Newton, il verrait une onde lumineuse immobile, figée dans l'espace. Mais les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme interdisent ce scénario. Une onde électromagnétique immobile n'a aucun sens physique. C'est une contradiction fondamentale. Face à cette contradiction, Newton et la plupart des physiciens auraient remis en question les équations de Maxwell. Einstein fait l'inverse. Il remet en question nos intuitions sur l'espace et le temps. Il propose deux postulats. Premier postulat, les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels inertiels. Il n'existe pas de référentiel absolument immobile dans l'univers. Vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes immobile de façon absolue. Deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide est constante et identique pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse relative. Ce deuxième postulat semble contre-intuitif. Dans un train roulant à 100 km par heure, une balle lancée à 50 km par heure vers l'avant voyage à 150 km par heure pour un observateur immobile sur le quai. Pourquoi la lumière ne suivrait-elle pas la même règle? Parce que pour que la vitesse de la lumière reste constante pour tous les observateurs, quelque chose d'autre doit changer. Et ce quelque chose, c'est le temps et l'espace eux-mêmes.
Si vous vous déplacez à grande vitesse et que vous mesurez la vitesse de la lumière, vous obtenez toujours 299 792 km par seconde. Pour que cette mesure soit cohérente avec celle d'un observateur immobile, votre temps doit s'écouler plus lentement et votre espace doit se contracter dans la direction du mouvement. C'est la dilatation temporelle. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une approximation, c'est la structure réelle de l'univers. Vérifiée chaque jour par les corrections relativistes des satellites GPS, par les muons cosmiques qui survivent bien au-delà de leur durée de vie théorique, par des horloges atomiques embarquées dans des avions qui reviennent légèrement décalés par rapport à celles restées au sol. La formule de dilatation temporelle est delta t prime égale delta t divisé par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoule 7 fois plus lentement. À 99,9%, 22 fois plus lentement. L'espace et le temps ne sont pas des entités séparées et absolues. Ils sont deux aspects d'une même réalité, l'espace-temps, qui se déforme en réponse au mouvement. Voici le premier grand malentendu que nous devons corriger. La vitesse de la lumière n'appartient pas à la lumière. C'est un nom trompeur, un accident de l'histoire qui nous égare depuis plus d'un siècle. Les ondes gravitationnelles voyagent aussi à cette vitesse, les neutrinos sans masse également. En fait, tout ce qui n'a pas de masse voyage nécessairement à cette vitesse. Ils n'ont pas le choix. Sans masse, ils ne peuvent pas ralentir, ils ne peuvent pas s'arrêter. La lumière voyage à cette vitesse, non pas parce qu'elle est lumière, mais parce qu'elle est sans masse. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? C'est la vitesse de l'information, la vitesse de la causalité. Littéralement, la vitesse à laquelle la réalité elle-même se propage. Imaginez l'univers comme une toile élastique à 4 dimensions. Cette toile a une propriété fondamentale. L'information ne peut pas s'y propager plus vite qu'une certaine vitesse. Cette vitesse, c'est environ 299 792 km par seconde. Pourquoi cette valeur précise? C'est une propriété fondamentale de la géométrie de l'espace-temps, inscrite dans la structure même de la réalité. Comme pi vaut 3,259. Par nature de la géométrie euclidienne, c vaut 299 792 km par seconde, par nature de la géométrie de notre espace-temps. Cette vitesse définit la structure causale de l'univers. Elle détermine comment les causes peuvent produire des effets, comment l'information peut se propager, comment l'univers reste cohérent et logique. Sans cette limite, il n'y aurait pas de causalité. Les effets pourraient précéder leur cause. L'univers deviendrait un chaos incompréhensible où passé, présent et futur se mélangeraient dans une bouillie temporelle. Si le Soleil disparaissait à cet instant précis, nous ne le saurions que dans 8 minutes et 20 secondes. Pas seulement parce que la lumière mettrait ce temps à parcourir 150 millions de kilomètres, mais aussi parce que l'information gravitationnelle de cette disparition ne peut pas voyager plus vite que cette limite fondamentale. Pendant ces 8 minutes et 20 secondes, la Terre continuerait d'orbiter autour d'un Soleil qui n'existerait plus. Parce que l'univers n'aurait pas encore reçu l'information de cette disparition. C'est la vitesse à laquelle l'univers met à jour sa propre cohérence. Et maintenant, la révélation qui va complètement transformer votre compréhension de votre propre existence. Pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut d'abord changer votre vision de l'espace et du temps. Oubliez l'idée qu'ils sont séparés. En réalité, l'espace et le temps forment une seule entité à 4 dimensions. L'espace-temps. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Dans cet espace-temps, tout objet se déplace toujours à la même vitesse totale. Cette vitesse totale est exactement égale à la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas l'augmenter, vous ne pouvez pas la réduire. Vous voyagez toujours à cette vitesse dans l'espace-temps. La seule chose que vous pouvez faire, c'est redistribuer cette vitesse entre les dimensions d'espace et la dimension de temps. Voici l'analogie qui rend ça clair. Imaginez que vous disposez d'un budget de vitesse fixe de 100 km/h. Vous pouvez l'allouer comme vous voulez entre le nord et l'est, 100 vers le nord et 0 vers l'est.
ou 70 vers le nord et 70 vers l'est, ou 0 vers le nord et 100 vers l'est. Dans tous les cas, votre vitesse totale reste la même. Seule la répartition change. C'est exactement ce qui se passe dans l'espace-temps. Quand vous êtes assis immobile dans votre fauteuil en ce moment, vous n'utilisez aucune de votre vitesse pour vous déplacer dans l'espace. La totalité de votre budget vitesse va vers la dimension temporelle. Vous traversez le temps à la vitesse maximale, 1 seconde par seconde, du passé vers le futur, aussi vite que la physique le permet. Quand vous vous levez et que vous marchez, vous redistribuez une infime fraction de ce budget vers le déplacement spatial. Mécaniquement, il vous reste légèrement moins pour le temps. Votre temps ralentit d'une fraction imperceptible par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Quand vous montez dans un avion à 900 km/h, vous redistribuez un peu plus vers l'espace. Votre temps ralentit un peu plus. L'effet est minuscule, de l'ordre de quelques nanosecondes pour un vol transatlantique, mais il est réel et mesurable avec des horloges atomiques. Et si vous montiez dans une fusée atteignant 99% de la vitesse de la lumière, vous redistribueriez presque tout votre budget vers l'espace. Le temps s'écoulerait pour vous 7 fois plus lentement que pour un observateur resté sur Terre. Les photons, eux, font le contraire parfait. Ils dépensent la totalité de leur budget dans la dimension spatiale. Ils traversent l'espace à 299 792 km par seconde. Mais pour eux, le temps ne passe pas. Un photon émis par une étoile il y a des milliards d'années n'a pas vieilli d'une nanoseconde quand il entre dans votre œil. Du point de vue du photon, l'émission et l'absorption sont simultanées. Il n'y a pas de pendant entre les deux. Vous et ce photon voyagez à la même vitesse totale dans l'espace-temps. La seule différence est la répartition. Maintenant, vous comprenez pourquoi aucun objet massif ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour atteindre cette vitesse, vous devriez redistribuer la totalité de votre budget de vitesse vers l'espace, et aucun vers le temps. Cela signifierait que votre temps s'arrêterait complètement. Vous seriez figé dans un instant éternel, déconnecté du flux de la réalité. Vous cesseriez d'exister dans le temps. Et pour cela, il faudrait une énergie infinie. La formule de l'énergie relativiste est E égale gamma mc carré, où gamma est le facteur de Lorentz. 1 divisé par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. À mesure que v approche c, gamma diverge vers l'infini. L'énergie nécessaire devient infinie, pas très grande, infinie. La totalité de l'énergie de tous les univers imaginables ne serait pas suffisante. L'immobilité absolue dans le temps est une impossibilité conceptuelle. Être complètement immobile dans le temps, c'est cesser d'exister. La vitesse de la lumière n'est pas un mur que vous ne pouvez pas franchir. C'est la limite asymptotique de ce que signifie exister dans le temps. Vous ne pouvez pas l'atteindre, non pas parce qu'une force vous retient, mais parce qu'atteindre cette vitesse signifierait ne plus être dans le temps, ne plus être. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous de ceci. Vous ne les observez pas depuis un point fixe de l'univers. Vous les observez depuis votre propre vaisseau spatial, votre corps, filant à travers l'espace-temps à la vitesse de la lumière. En ce moment même, assis là, vous traversez la dimension temporelle à la vitesse maximale permise par les lois de la physique. Vous êtes condamné au mouvement. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas faire marche arrière dans le temps. Vous ne pouvez pas rester immobile, car l'immobilité absolue, c'est la fin de l'existence. Mais dans cette condamnation se cache une liberté unique, le choix de la direction. Vous pouvez choisir d'avancer principalement dans le temps, en restant relativement immobile dans l'espace. Ou vous pouvez choisir d'avancer davantage dans l'espace, en ralentissant votre progression dans le temps. La vitesse de la lumière n'est pas une barrière qui vous sépare des étoiles. C'est le rythme fondamental de votre existence, la cadence à laquelle vous avancez vers l'avenir. C'est la vitesse à laquelle la réalité elle-même se propage, et vous en faites partie. Stellar Depth, la science, expliquée sérieusement. À bientôt dans l'obscurité. Merci d'avoir regardé Stellar Depth.